Bien sûr, on pense beaucoup aux enfants et aux jeunes, mais quand on parle d'éducation des enfants, il faut passer aussi formation des adultes. C'est indissociable. Je ne peux pas penser uniquement à le côté unilatéral de la relation. On l'a vu hier beaucoup dans le fleuve et les rives. Si je veux éduquer mon enfant, il faut que je sois en capacité de remettre en question. Si je pense que j'ai raison et qu'il a tort, attention, j'arrêterai quelque part mon propre développement. Nous sommes perfectibles jusqu'à la fin de sa vie, donc je me dois, comme vous le faites aujourd'hui, réfléchir et me remettre en question dans mes fonctionnements, sinon je ne peux pas m'améliorer. J'ai besoin d'un retour. Et les enfants savent nous faire comprendre qu'on a besoin de s'améliorer. Parfois ils nous le disent avec leurs mots, alors est-ce qu'on les écoute? On va diviser notre temps jusqu'à 13h, 13h15 maxi. Hossein? Parfait. C'est sympa, j'ai vu que tu n'avais pas sorti tes armes. Tu es dans une communication non violente avec moi. On va diviser un peu le temps en trois. Je vais garder 15 minutes pour la fin sur les questions qui restera. Mais dans ces 15 minutes, je suis sûr qu'on pourra se poser des questions pendant encore des lustres. Mais ça ne fait rien. Les deux temps que vous pouvez, on va terminer, enfin pas terminer, on va avancer encore sur certains aspects de la relation humaine, adulte-enfant. On va regarder le couple. Je ne termine pas le meilleur pour la fin, mais le plus difficile pour la fin, ce sera le couple. Ensuite, on regardera quand même un peu l'aspect de la consultation, qui est un outil fantastique. Donc on fera quelques petites choses là-dessus, puis on terminera donc par questions-réponses. Alors, regardons cette notion de couple qui est intéressante. C'est vrai que la vision variée du couple est une vision normative, c'est-à-dire on fait vraiment référence au couple traditionnel, homme-femme. Bien que je sais, parce que c'est mon métier, je travaille dans le monde social éducatif, je travaille parfois encore avec des jeunes qui remettent en question la réalité de l'union homme-femme. L'homosexualité, vous avez vu, a pris de l'ampleur dans nos sociétés. Le fait de l'homoparentalité ou le parent unique, par les processus de famille recomposée, font partie de nos sociétés. Nous n'avons pas apporté de jugement de valeur, c'est bien ou c'est mal. Il faut laisser ça à des instances supérieures. Les religions se positionnent très clairement, et notamment la foi par rapport à cela. Notre réflexion à nous, c'est d'être dans une ouverture complète, une ouverture d'esprit, d'accepter des modèles de famille ou des modèles de couple différents. Ça ne veut pas dire que parce que j'accepte, je suis d'accord. Accepter, c'est reconnaître. Ça ne veut pas dire forcément partager la même idée. En tout cas, il y a une évolution des familles et des couples dans la réalité. Mes propos vont s'appuyer sur une vision normative du couple traditionnel, homme-femme, etc. et enfant. Alors, quelques aspects. On nous dit dans les écrits que la mère est la première éducatrice parce qu'elle porte l'enfant pendant 7 à 9 mois. De toute évidence, en tant qu'homme, je ne sais pas si la génétique va faire avancer les choses, mais on a beau être jaloux des femmes, pour l'instant, on ne peut pas porter l'enfant, en tout cas. On peut le porter une fois qu'il est né, mais dans ce processus particulier, il se crée un lien très particulier. La mère est jugée première éducatrice, mais je rajoute très vite, ça ne veut pas dire que c'est la seule à éduquer. Parce que si on en reste là, et les hommes en ont rarement profité, c'est la femme qui doit éduquer les enfants du début jusqu'à la fin. Et les hommes, eh bien, ils peuvent aller à la pêche, dans le jardin, fumer la cigarette, dans la cuisine, ou bien regarder la télévision. Et ça, c'est ce que j'appelle maintenant un archétype. La foi parle d'égalité homme-femme dans le processus éducatif aussi. Oui, la mère, quelque part, a une tâche particulière en tant que porteuse de l'enfant. Elle va générer des choses importantes, mais elle n'a pas fait l'enfant toute seule. Donc la notion de procréer un enfant et puis de l'éduquer, ça va avec. Donc très vite, encore une fois, on met en question la place du père, qu'il veuille ou pas, il devra la prendre. Sinon son gamin va lui faire comprendre que dis donc tu ne m'as pas fait tout seul, donc il faut peut-être que tu te bouges pour participer à mon éducation. En tout cas, il exprimera dans une certaine manière. Donc le rôle du père est prépondérant dans la construction de l'enfant. Alors je vais devoir passer sur des choses assez vite, mais c'est des choses qui mériteraient de longues heures de consultation. Mais je vais quand même souligner des choses qui me paraissent importantes dans la notion de couple. Pourquoi c'est si complexe un couple? Parce qu'en fait, on n'est pas habité d'un seul couple. J'ai le sentiment qu'on a 4 à 5 couples qui nous concernent. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le premier couple qui est peu connu, pourtant à Dubaï on a parlé avec ces mots, et malheureusement, dans le temps que j'avais, je n'ai pas pu trouver la citation, mais je pourrais la mentionner.
Je parle des 4 couples éducatifs qui participent à l'éducation des enfants. Le premier, c'est celui-ci. Et on l'appelle le couple androgynal. Le mariage du masculin et du féminin dans chaque personne. Je peux être un homme, je peux être une femme, mais ce n'est pas pareil quand on parle de féminin et de masculin. C'est-à-dire la notion de féminin et de masculin, ce sont des qualités que l'on donne. Et vous le savez bien, j'espère, en tout cas, que vous le savez, que vous y croyez, que vous le développez, ça fait partie des qualités développées, qu'un homme peut très bien avoir, entre guillemets, des qualités féminines. Donnez-moi des qualités féminines. Intuition. Sensibilité. La patience. Pardon? La patience. La patience. La grâce. Grâce. La douceur, la tendresse, l'affection, l'écoute, etc. Il y en a toute une ribambelle. Ce sont des qualités qui évoquent très vite la notion de douceur, de rondeur, etc. Donnez-moi des qualités masculines. Force. Force. Courage. Vas-y. Oui. Intelligence. D'entreprendre. Jean-Marie, attention, on est à l'étage supérieur. Bien dit, Jean-Marie. La force de caractère, la détermination, la volonté, voilà. Ces mots-là sont chargés d'une forme d'énergie, si vous voulez. Et quand je parle de force, je sens une énergie qui est puissante. Si je parle de douceur, je sens une autre énergie. Ça va, notion de masculin-féminin, c'est une question de sensibilité, de ressenti. Nous sommes habités de cela. Avant, on avait tendance à penser que la femme était féminine et que l'homme était masculin. Parce qu'on assujettissait, on superposait ces deux notions-là, qui aujourd'hui sont enfin différenciées, et que l'on reconnaît chez l'homme des capacités de haute sensibilité, que l'homme aujourd'hui enfin est capable de pleurer, de bercer son enfant, ou d'être inquiet parce qu'il a la fièvre. Ce n'est pas des tâches dévolues à la femme. Et on reconnaît enfin à la femme des capacités de détermination, de manager, de gérer des entreprises, de conduire des Boeing 707 ou même d'être chef de corps d'armée d'une troupe d'élite. Oui, on le voit. Quand je croise sur mon chemin des femmes qui conduisent des bus, wow, je suis en admiration. Pas pour le bus, pour le chauffeur. Pas pour le bus. L'autre fois, j'étais garé, j'attendais quelque chose sur un grand parking et à côté, il y avait un grand chantier. Et sur le chantier, je vois sortir un immense camion avec des roues qui devaient me dépasser vraiment. Et j'ai imaginé, je ne voyais pas encore parce qu'il y avait le reflet du soleil sur le pare-brise, j'ai imaginé le chauffeur. Je dis, voilà, s'il est en proportion de son camion. Vous savez, quand on imagine un chauffeur de poids lourd, en général, c'est un peu des gros nounours avec des poils partout, des musclés, des tatouages, etc. Je me suis mis à penser à ça au volant de ma voiture en attendant. Le camion s'arrête à côté de moi, je sais pas, il devait faire quelque chose, le plein, il devait prendre l'essence. Je vois la porte qui s'ouvre et je m'attendais à voir sortir le gaillard. Je vois des talons sous la portière, je vois des talons hauts, noirs, brillants. Et, enfin, des talons, des petites semelles, pas des talons aiguilles. Et je vois une petite minette qui sort, je dirais 25 ans à peu près, qui essuie sa jupe, comme ça, en sortant du camion, qui recoiffe ses cheveux, d'accord, et qui apparaît au grand jour, je dirais à peu près 1m45, pas plus, grosse comme ça. Et par rapport au poids lourd, c'était aberrant. Alors à la fois ça m'a surpris, puis en même temps je me suis senti rempli de préjugés. Jamais j'aurais imaginé qu'une petite femme comme ça soit capable de conduire des engins comme ça. Et vous savez qu'aujourd'hui, la mécanique fait que, par la conduite assistée, n'importe qui, n'importe quelle femme peut conduire ces engins et faire les fameux métiers d'homme. Tout ça pour dire qu'enfin une femme aujourd'hui a toute sa place pour exprimer ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. Ça c'est le premier couple. On est loin d'avoir réglé les comptes avec ces couples-là, ce couple intérieur. Si en tant qu'homme je ne reconnais pas mes qualités féminines, je vais être bloqué dans une vision très masculine des choses et penser que je dois être fort, puissant, déterminé, surtout pas être sensible. Vous savez, ces fameux archétypes. Et si j'ai une femme en pensant que je ne suis que féminine, eh bien, je vais avoir du mal à trouver ma place en termes de prise de décision, de détermination, peut-être même de créer mon entreprise. Et je vais penser que je dois être conforme à des qualités de douceur, d'acceptation, etc. Ça va, vous me suivez à peu près? Bien. Abdul-Baha parle de ces deux qualités, de ces deux phénomènes, du masculin et du féminin, et il y a une notion de mariage intérieur. Il faut que l'on se réconcilie à cela,
que les hommes acceptent leur sensibilité et que les femmes acceptent qu'elles sont en capacité de décider elles-mêmes pour leur vie et non plus en dépendance des hommes. Il y a un sacré travail à faire. En tant que voyant, on doit être très vigilant de ça, parce que quand on parle d'égalité homme-femme, c'est notamment sur ce plan-là. Et c'est arrêter de penser que les femmes sont faites pour l'éducation et que les hommes sont faits pour autre chose et pour décider. Oui? Non? Pas de Il y a un réaction dans la moment salle. pour pouvoir utiliser chacun de ses sexes aussi. On ne peut pas l'utiliser tout le temps. On ne peut pas être homme et femme tout le temps. Et si on est un homme, la partie féminine doit être utilisée à bon escient. Et si on est une femme, on doit rester femme et utiliser ses facultés masculines à très bon escient. Toujours sans choquer l'autre partie. Bien sûr, absolument. Je ne suis pas prêt à dire que les hommes disparaissent et les femmes aussi. Les entités sexuelles sont bien déterminées. Mais quand on, je ne sais pas si vous avez fait la formation de Herzégal, c'est une formation intéressante, qui met bien en place que quelle est la seule différence entre les hommes et les femmes? La seule et unique. Procréation. Absolument. C'est qu'on est des êtres sexués différemment. Et c'est là où la notion de complémentarité pour la compréhension, pour la procréation est nécessaire. Tout le reste, ces soi-disant différences, les femmes sont plus ceci, les hommes sont moins cela, ce n'est que des apprentissages d'ordre culturel. D'une culture à l'autre, on va formater les hommes, donc les petits garçons, ou les femmes, les petites filles. C'est une bonne question pour nos parents. Qu'est-ce que je fais si je suis papa avec ma petite fille? Qu'est-ce que je fais si je suis maman avec mon petit garçon? Attention les formatages. Et la société, les médias nous poussent encore à ce formatage, les hommes masculins, les femmes féminines. Regardez les films, regardez les médias, regardez les jouets aux périodes de Noël, regardez les rayons garçons, les rayons filles, regardez les couleurs filles, les couleurs garçons. On stéréotype encore les choses. En tant que on doit être vigilant que mon petit garçon a le droit de pleurer et dire voilà, je suis inquiet. Et que ma petite fille a le droit de monter dans les arbres et peut-être de vouloir un cadeau qui sera un camion, et non pas une poupée. Oui, Esther. Je suis d'accord par rapport à ce qu'on met dans l'éducation, mais je trouve que cette différence sexuée et donc dans la procréation, ça fait que nous avons des hormones différents et quand même la différence elle est beaucoup plus grande que ce que tu dis parce que je trouve qu'on a une sorte de programmation chimique, biologique qui a une influence aussi sur les attractions, sur les caractères, etc. Je trouve aussi dangereux de vouloir trop uniformiser parce que je ne dis pas qu'il faille forcément apporter des poupées aux filles et pas aux garçons, mais il y a quand même des choses à ne pas nier, que par exemple l'instinct maternel est une réalité, que la fille développe très vite. Quand tu observes une petite fille, tu vas voir qu'elle va avoir tendance à s'occuper de son petit frère ou sa petite sœur beaucoup plus. Donc ce sont quand même des éléments qui existent et qu'il ne faut pas vouloir effacer. Bien sûr, absolument. Quand je parle de la différence d'ordre sexuel, elle est d'ordre chimique et physiologique, en termes d'hormones en l'occurrence, bien sûr. Oui. Mais en fait, peut-être ce que tu veux dire, moi ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, à la limite, si un petit garçon vient et dit oh, je vais faire de la danse classique, voilà, c'est pas le mettre directement dans un cadre, c'est ça en fait, tu veux dire. C'est pas forcément donner une poupée à un garçon et lui dire joue à la poupée parce que tu as autant de droits qu'une fille, mais plutôt accepter qu'il sorte un peu des deux schémas classiques garçon-fille. Okay. C'est à nouveau rentrer dans ce qu'on dit depuis hier, la communication et la relation. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Quel jouet tu veux? Et si mon enfant a tendance, mon petit garçon, à choisir une poupée Barbie, si je suis papa, je serais très inquiet, je vais vite penser à l'homosexualité. Si je suis maman, je dirais c'est super, mon gamin va s'approcher de la féminité en jouant avec les poupées. Les pédopsychiatres confortent l'idée qu'un enfant, au moins jusqu'à ses 7 ans, doit jouer avec tous les jouets, quel que soit l'aspect du jouet. Et ne pas conforter les petits garçons avec des camions, des chars d'assaut, des petites filles avec des poupées Barbie. La notion de développement de sa sexualité passe par la reconnaissance, je suis un petit garçon et je suis une petite fille, mais également j'ai plein de qualités qui vont se mélanger. Alors, je ne peux pas rester trop longtemps là-dessus, ça soulève pas mal de questions, mais ça nous amène, en tant que parents, si je m'adresse à cela, à être vigilant de ne pas formater mes enfants à devoir être des hommes très masculins et des petites filles très féminines.
Sinon, attention, je peux aller à contrario, parce que si ma petite fille est plutôt intéressée à faire des jeux soi-disant de garçons, et mon petit garçon plutôt à faire des activités plutôt apparemment féminines, qu'est-ce que je fais? J'empêche, je contrarie, je laisse faire. À nouveau, il se posera des questions. À nouveau, on trouve la notion d'accompagner mon enfant vers ce qui le touche, avec une certaine vigilance pour voir est-ce que son développement est harmonieux. Et ça pose toutes ces questions. Mais en même temps, vous le voyez, que ça nous renvoie en tant qu'adulte aussi, où est-ce que j'en suis moi-même, avec, si je suis homme, le respect de ma sensibilité, et si je suis femme, avec mes capacités de m'affirmer. Parce que la foi il pose vraiment une question importante et grave dans l'évolution de ce futur, de cette notion d'égalité homme-femme, et d'arrêter de penser que les hommes détiennent le pouvoir de décision partout et que les femmes suivent. Il y a un joli professeur africain qui dit derrière les grands hommes, il y a toujours des grandes femmes. Il serait temps de penser que les grandes femmes soient à côté des grands hommes. Et peut-être même parfois il n'y a que des grandes femmes. Je crois aux deux possibilités. On continue, non. Donc ça c'est le premier couple. Est-ce qu'on est OK avec ça? Ce qui n'est pas si facile que ça. Après il y aura le couple social. C'est l'homme et la femme dans la société. Alors j'ai pris un couple un peu ancien. Pas de ressemblance, c'est vous. Le couple social, c'est est-ce que je reconnais à égalité la place de l'homme et de la femme? Ça, c'est un grand sujet d'actualité, c'est vraiment un sujet du discours social. Et quand on lit les écrits, on lit très fortement que la paix dans ce monde ne pourra pas trouver sa place tant que cette relation sociale d'égalité, donc de respect mutuel, c'est pas encore gagné avec tous les deux, hein, vu la tête qu'ils font. La reconnaissance mutuelle, tu es un homme, je suis une femme, quelque part, on est sur la même base. Tu n'es pas plus haut que moi, je ne suis pas au-dessous de toi. Il y a vraiment un sacré travail à faire, pour ne pas dire un travail sacré pour cette égalité. Même en tant que bail, on a encore pas mal de boulot à faire pour la reconnaissance dans la société. Et je parle bien du couple social. C'est-à-dire si c'est ma collègue de travail, si c'est ma voisine, ou si c'est mon garagiste, quand je rencontre autre sexe, comment je le regarde, comment je le conçois? Est-ce que je suis encore rempli de préjugés ou pas? L'autre fois, j'avais un ami qui portait sa voiture au garage, on parle de mots, il part. Et puis je le vois revenir 5 minutes après. Je dis, bah, j'ai cru que tu portais ta voiture et tu reviens avec. Il dit, oui, oui, mais... Et je le sentais hésitant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il me dit, bah, le garagiste que je voulais voir n'était pas là. Je lui dis, ah bon? Mais le ton de sa voix me paraissait bizarre. Je lui dis, bah, tu vas la reporter. Il me dit, non, non, finalement, je ne vais pas la porter à ce garage. Et je sentais qu'il y avait quelque chose. Je lui dis, qu'est-ce qui fait que tu vas changer de garage? Ça fait 10 ans que tu vas là-bas. Il me dit, parce que le garagiste est parti et il y a un changement de propriétaire. Et il m'en dit pas plus, vous savez, des phrases un peu coupées. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, c'est une propriétaire. Je dis, c'est-à-dire? Il dit, bah, maintenant, c'est une garagiste. Je dis, bah, c'est bien, tu vas avoir quelque chose de nouveau. Il dit, non, c'est une femme. Je veux pas qu'une femme répare ma voiture. Et j'ai senti le doute. Voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt à accepter que l'autre, dans sa différence, a autant de valeur? Et ça, c'est une grande question. Et on est rempli de préjugés sur lesquels on doit travailler. Le couple social, encore, c'est une réalité qui mérite d'être travaillée. Le couple conjugal. Ah bon, il y a du scepticisme là, c'est ça? Quand un mari se met à genoux, ça devient inquiétant. Le couple conjugal. C'est dépassé ce temps-là. Hein. C'est dépassé? C'est qui a parlé pour lui? Elle n'est pas encore mariée, elle est déjà sceptique. À plat du bouquet de fleurs, il aurait pu avoir la balayette aussi, il aurait pu avoir ça. C'est pas trompé. Hein. Ok, le couple conjugal, dans tout ce qu'on peut imaginer, c'est la superposition des deux premiers couples. Quand je me marie, il y a des processus très subtils qui se mettent en place. On ne choisit pas son conjoint forcément avec sa tête, on le choisit avec son corps et avec son cœur. Et il y a bien des choses qui nous échappent. Je parle du vrai couple, hein, pas le couple passager, je parle du couple qui ressent quelque chose. Dans le phénomène des sentiments, il va se passer des choses très subtiles. Je ne peux pas aller sur ce chemin-là, parce que là, pour moi, encore un mois de partage. Et encore, on n'a pas fait le tour. Mais le couple conjugal, dans le couple conjugal, chez ce monsieur, il y aura le couple androgynal, pareil chez la dame. Donc ça fait 4 entités déjà qui se font face, masculin, féminin, qui se croisent. Et puis aussi, il y a la considération que j'ai pour l'autre. Comment je reconnais ma femme, comment je reconnais mon mari, surtout quand il est dans cette position. Ce sera peut-être très inquiétant pour certaines femmes. Est-ce que ça va durer, par exemple? Et ce n'est pas fini. Il y a encore, quelque part, le couple parental. Et c'est là où on s'approche de notre thème.
Le couple parental, à nouveau, est une addition des 3 premiers couples. Comment va s'établir la cohésion parentale dont on a beaucoup parlé à plusieurs reprises? Tu l'as beaucoup mentionné. Comment on va décider ensemble ce qui est bien pour notre enfant, ce qui n'est pas bien? Est-ce qu'on va être en accord? Est-ce qu'on va être dans une démarche de consensus? Si monsieur dit oui, si madame dit non, ou inversement, l'enfant va dire waouh. Enfin, il ne va pas se le dire, mais il va le voir. Le manque de cohésion crée une confusion chez l'enfant et un trouble, parce que naturellement, l'enfant aime ses 2 parents. Je ne peux pas lui dire est-ce que tu aimes plus papa ou maman? Quand je fais ça, c'est dramatique. Surtout au moment de séparation. L'enfant, très naturellement, aime ses parents, et donc il va chercher dans ses parents l'unité familiale. Pour l'enfant, c'est très important dans son développement, cette unité familiale. Donc ça renvoie au couple la responsabilité d'établir un couple qui est en cohésion, qui s'écoute, qui s'entend, qui décide ensemble. On a le droit de ne pas avoir la même idée éducative. On a le droit de se crêper le chignon dans la cuisine, sur l'argent de poche, sur l'accès à la télévision ou l'ordinateur. Pourquoi tu dis oui, moi je dis non? Ok. Attention, ce sont des comptes qui se règlent en adulte, pas devant l'enfant. Parce que l'enfant, il va voir quoi? La confusion ou le conflit. Et qu'est-ce qui va se passer dans son petit cœur? Puisqu'il est concerné par cela, il va se sentir coupable du conflit parental. Il va porter une culpabilité qui n'est pas de son fait. J'ai le droit de ne pas être en accord d'idées, mais par contre, dans un processus de consultation, échangeons-nous et on décide ensemble. Mais devant l'enfant, si tu dis oui, je dis ok. Par contre, viens, j'ai 2 mots à dire dans la cuisine. Après, on règle en compte d'adulte. Ça va, vous comprenez ça? Ce n'est pas facile ce que je dis, parce que l'émotionnel, parfois, prend le pas. Et parfois, on se dispute à table sur le fait que l'enfant a demandé une permission d'aller chez ses copains le samedi soir. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas opportun. Parce que l'enfant va se sentir coupable de la querelle qui éclate. À la fois, il va se frotter les mains parce qu'il va dire c'est super, je vais exploiter ce qui m'arrange. Mais au fond de lui, ça va générer une insécurité qui n'est pas très saine. Oui. Mais ce que tu dis là, c'est juste quel âge? Est-ce que l'enfant, à un moment donné, on ne peut pas lui expliquer ou n'est pas capable de comprendre à un moment donné qu'on est 2 personnes différentes, c'est normal qu'on a des amis différents, et on n'a pas besoin chaque fois de se cacher ou de s'exprimer. Mais l'enfant peut, à un moment donné, à mon avis, je vois qu'il est facile, il pourrait comprendre que ma mère et mon père ne sont pas d'accord sur un sujet, même des détails, et que c'est normal, que ce n'est pas nécessairement ma faute, et qu'il accepte, qu'il comprenne et qu'il aille dans un 3e avis, lui, différent de les autres. Ça va, j'ai compris, maman. Il y a un écho dans la salle. Je suis d'accord avec toi, si le sujet dont on parle requiert l'avis de la personne, auquel cas je rentre dans un processus de consultation. Si l'enfant est présent dans un processus d'échange, on est dans une petite logique, sachant que ça peut être aussi la famille. Et auquel cas, ça veut dire que je rentre dans un processus d'échange, de consultation. Si je conçois que mon enfant soit présent à la discussion au sujet commun dont on parle, ça veut dire que ce sujet-là concerne tout le monde, et je crée un système où on en discute. Si c'est un sujet qui est dans cette relation d'adulte à adulte, ça concerne les enfants, mais leur présence n'est pas requise. C'est à toi de faire le discernement. Est-ce qu'on consulte avec les enfants ou pas? Parce qu'il y a des sujets d'adulte à adulte, y compris des sujets sur l'éducation, puis il y a des sujets qui concernent les enfants, et leur point de vue sera intéressant. À moi de savoir à quel moment. Toi, de façon toujours à être clair. Parce que si je me dispute avec mon conjoint sur une chose qui concerne le ou les enfants, est-ce que ma dispute va quelque part arranger les choses? Est-ce que mon enfant, témoin de cela, a leur mot à dire? S'ils sont juste témoins sans pouvoir s'exprimer, les sentiments qui vont se dégager de ça, qu'est-ce que l'enfant va en faire? Je t'en prie. Il va dire arrêtez. Ça se peut. C'est comme moi je dis parfois. D'accord. C'est possible. Et si l'enfant dit arrêter, c'est qu'il ne voit pas comment il peut arranger les choses, donc il préfère que ça s'arrête. Ça, c'est déjà des situations sensibles des choses. Alors, pour aller à peu près dans notre temps, parce que le temps sera vraiment vite, l'enfant est souvent au milieu de tous ses comptes. Et parfois, l'enfant s'exprime à sa manière, comme tu viens de le dire,
quand il est petit, ce sera par des cris. Ce que je vous dis commence toujours au berceau. À quel moment je parle en tenant mon enfant, on parle de ce qu'on va faire avec lui ou pas. À quel moment je pose l'enfant dans le berceau et on va parler dans la cuisine de quelque chose qui le concerne, mais pas en sa présence, parce que l'enfant ne va pas peut-être comprendre avec sa tête s'il a 8 mois. Mais quelle énergie va-t-il ressentir? Vous savez, l'enfant qui joue au Lego dans la salle à manger, alors que les parents sont en conflit dans la cuisine, il ne va peut-être pas comprendre cette notion de chéquier, pourquoi tu as dépensé cet argent. Mais par contre, il va entendre l'énergie. Parce que l'énergie du conflit traverse les murs. Et nos enfants perçoivent la notion d'égalité, la notion quelque part de relation. C'est en cela où notre responsabilité d'adulte est de bien faire le clair dans ces différents couples. Alors je passe vite parce que ça mériterait, je le répète, un approfondissement, mais tout ça pour souligner que l'importance de la cohésion éducative. C'est-à-dire comment faire pour être pas toujours d'accord, je le répète, au niveau des idées éducatives, parce qu'on a le droit d'avoir des idées différentes, mais comment faire de préserver l'unité familiale en essayant de trouver qu'est-ce qui est le mieux. Sinon, on risque souvent de jouer à ça. Et là, je ne parle pas du couple qui est seul, je parle du couple avec enfant. Et l'enfant, il se demande vraiment, mais à quoi ils jouent ces adultes? Et l'enfant risque d'être balancé d'un côté et de l'autre sans savoir finalement ce que l'un et l'autre veut. La cohésion, c'est trouver l'équilibre quelque part, et parfois dans des situations de désaccord qui ne sont pas faciles. Parce qu'il y a vraiment une co-responsabilité. Parce que quand tout va mal, on va dire, c'est regarde ton gamin ce qu'il fait. Et l'autre va répondre, je te signale que c'est notre gamin. Qu'est-ce que toi tu fais aussi? Parce que c'est facile de dire quand ça va bien, c'est mon enfant, quand ça va bien, c'est le tien. On a tendance à faire ça. Alors j'ai trouvé ce poème qui est intéressant. Je crois qu'il appartient à l'UNESCO, je n'ai pas trouvé d'auteur. On va le lire à plusieurs. Tu veux bien commencer si c'est à peu près dans ton axe. Je ne sais pas si tu vas voir. Mais ça nous renvoie à une réflexion. Ça s'appelle l'enfant apprend ce qu'il vit. Surtout dans le contexte familial qu'on évoquait hier comme le foyer principal d'apprentissage. À toi. Vas-y. Oui, je t'en prie. Si un enfant vit dans la critique, il apprend à condamner, et s'il vit dans la reconnaissance, il apprend à pardonner. Ok, merci. Manon, si tu veux dire. Si un enfant vit dans l'hostilité, il apprend l'agressivité. Mais s'il vit dans l'encouragement, il apprend la confiance en lui. Allez, un peu plus au fond. Esther, tu veux? Si un enfant vit dans la moquerie, il apprend la timidité. Mais s'il vit dans les louanges, il apprend à être déterminé. Autre lecture, peut-être Christian, tu veux? Si tu vois. Moi? Christian? Oui. Oui. Si un enfant vit dans la jalousie, il apprend la culpabilité, mais s'il vit dans l'équité, il apprend la justice. Yves, tu veux bien? Si un enfant vit dans l'insécurité, il apprend la peur, mais s'il vit dans l'amour, il apprend la confiance. Tu veux bien? Si un enfant vit dans la haine, il apprend le racisme. Et s'il vit dans le respect, il apprend la tolérance. Christian, derrière ton appareil photo. Voilà, c'est pour l'enfant. Si un enfant vit dans le pouvoir, il apprend la domination. Mais s'il vit dans l'approbation, il apprend l'estime de soi. Oui. Une petite dernière. Je t'en prie. Si un enfant vit dans l'égoïsme, il apprend l'individualisme. Mais s'il vit dans le partage, il apprend le don de soi. La petite dernière, qui veut? Vas-y, je t'en prie. L'enfant peut être considéré à la fois comme la lumière et l'obscurité. C'est en cela que l'éducation doit être jugée primordiale. Alors, c'est pas tout à fait la version de la citation. Hein. L'enfant étant puissant, lumière et obscurité. Je l'ai fait de mémoire hier soir, et dans ce sens-là. C'est un poème que j'aime beaucoup, parce qu'il évoque vraiment le contexte où l'enfant va naître, où l'enfant va être éduqué, il va recevoir des facteurs d'influence. C'est en cela où, dans les écrits, on voit tellement cette redondance de développement chez nos enfants les vertus divines, parce que ça fera d'eux des êtres qui vont s'épanouir avec un caractère fabuleux.
Alors, pour terminer cette première partie, je donne quand même des clés, parce que depuis le temps que tu les attends. Mais attention, c'est pas parce que j'ai une clé que je vais trouver la bonne série. Ça nous appartient. Et c'est quand même quelques principes de base en relations humaines. Si des gens arrivent à vivre ça, c'est pas mal. Donc, pour favoriser une espèce de paix en famille, donc dans la paix, bien sûr, il a limité quelques clés, qui sont des comportements. Écoutez, écoutez, écoutez encore. On demande traditionnellement des enfants de nous écouter. Est-ce qu'on les écoute? Quand on écoute un enfant, il nous écoutera encore mieux. Bien sûr qu'on a plein de choses à dire à l'enfant, on le sait, on a tellement peur qu'on veut lui dire des choses tous les jours. Est-ce qu'on prend le temps de l'écouter? Très rarement. C'est un apprentissage, oui. Et l'écouter, c'est pas simplement entendre ce qu'il dit, c'est ressentir aussi ce qu'il ne dit pas. Et sachant que plus j'écoute l'autre, plus ça lui permet de mieux s'entendre. Ça, c'est un principe. Je suis obligé de passer un peu vite. Donner de l'attention. Le plus précieux qu'un enfant, c'est le temps que je passe avec lui. Pas forcément beaucoup de temps. Il se peut que vous ayez une vie très prise, mais la minute que vous passez avec votre enfant, elle doit être tout à lui. Parce que si je passe une minute avec mon enfant en même temps que je téléphone, l'enfant va sentir que vous n'êtes pas là. Donc finalement, vous ne lui prêterez pas de l'attention. Il se peut que je passe très peu de temps avec mon enfant, mais est-ce que de très peu de temps est vraiment une totale attention à lui? On a besoin tous d'être reconnus. Favoriser l'unité dans la fratrie. Bien sûr que les frères et sœurs vont se quereller. Se quereller, ce n'est pas se battre. S'il y a quelque part l'opposition entre frères et sœurs, avec des mots ou avec des gestes, c'est qu'il y a un problème de place dans la fratrie. C'est que l'un ou l'autre n'est pas reconnu. C'est qu'il y a de la jalousie. S'il y a de la jalousie, c'est qu'il y a un manque de confiance. Un manque de confiance, c'est que l'enfant n'est pas à sa place, ou on ne va pas donner sa place. Il va être obligé de la prendre. Et ça devient un pugilat. Donc, il faut vérifier cela. Encourager souvent et opportunément, on trouve beaucoup la puissance de l'encouragement dans les écrits. Abdullah nous le répète, particulièrement dans l'éducation des enfants, y compris dans la relation conjugale. Est-ce qu'on s'encourage? On a tendance à bien dire ce qui ne va pas, ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas à sa place. Malheureusement, on dit très peu ce qui va, ce dont on est content. Quand je rentre dans la chambre de mon enfant, qu'est-ce que je lui dis? La chambre n'est toujours pas rangée, ou bien, malgré le chaos de la chambre, je dis, oh là là, le livre sur la bibliothèque, c'est super comme il est. Et pourtant, ça fait la différence. La créativité dans ton désordre. Absolument. Et mon enfant, c'est ça qu'il va entendre, et ça va lui amener à dire, bon, peut-être que le reste aura besoin, peut-être que je mange un peu les choses. Bon, c'est pas important. Ça dépend de qui. L'aimer suffisamment pour qu'il soit serein. Après les besoins du corps, il y a un besoin fondamental, c'est aimer et être aimé. L'enfant a besoin de ça pour exister, ça fait partie du lien entre les pièces du carré. Pour que le carré se tienne, pour pas que l'enfant explose à la moindre émotion dans la vie, il faut que le lien soit fait d'amour. On le sait tous, je ne vais pas assez répéter aujourd'hui. Attention, nos problèmes d'adultes ne sont pas leurs problèmes d'enfants. Je crois que j'en ai assez parlé tout à l'heure. À quel moment je parle en mon présence, à quel moment je ne dois pas parler en mon présence. Ça veut dire qu'il faut que je gère mes émotions et que je dise, bon, pour l'instant, je retiens ma colère, je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire, mais je le pense très fort. Et par contre, j'en parle après. Parce que si je n'en parle pas après, attention, c'est un bouchon de champagne. À force de remuer la bouteille, ça risque de partir fort et vite. Encore quelques clés. Il y a bêtise. S'il y a bêtise, différencier l'acte de la personne, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est pas parce que mon enfant fait une bêtise qu'il est bête. Donc je ne vais pas lui dire tu es bête d'avoir fait ça, je lui dirai ce que tu as fait vraiment est bête. Toi tu es un petit garçon intelligent, je compte là-dessus. Mais par contre, ce que tu viens de faire, ça n'est pas intelligent. Donc j'aimerais que ça change. La personne n'est pas ce qu'elle fait. Nous sommes responsables de ce que nous faisons. Mais avant tout, on est responsable de soi-même. Quand je dis ça comme ça, ça donne plein de possibilités de changer. Leur demander ce qu'ils peuvent atteindre. C'est toute la différence entre prendre mon enfant par la main et lui donner la main pour qu'il la prenne quand il en a besoin. Et si mon enfant désire lâcher ma main pour essayer tout seul, je dis ok, si tu veux bien, je t'accompagne. Surtout s'il monte sur un mur et qu'il y a un précipice de 300 mètres. Il va falloir que je gère ma peur pour qu'il gère la sienne. Parce que si je l'empêche de faire, quelque part, il le fera quand même, mais en mon absence. Et ça sera pire, parce que là, il n'y aura plus personne.
Donc c'est toujours comment l'accompagner pour qu'il atteigne ses sommets. Et à faire face aux épreuves de la vie, c'est tout un chapitre qui est fabuleux, surtout dans notre monde qui se dégrade. Comment accompagner nos enfants face aux épreuves qu'il va croiser sur son chemin et comment l'aider à prendre des bonnes décisions, de façon que quand il sera seul face aux épreuves, qu'il puisse les assumer et les comprendre. Douban nous dit qu'il y a deux formes d'épreuves, celles que je provoque moi-même et celles qui me sont données pour ma croissance. Pas facile à discerner les deux. Si je me tape sur les doigts, j'aurais beau accuser le marteau. Quelqu'un me dira, bien sûr tu tiens le marteau par mauvais but, c'est normal que tu tapes sur les doigts, donc assume. Et c'est pas facile pour un enfant d'assumer ça. Il a tendance à dire c'est à cause de toi. Encourager à rendre service cela rend fier de soi. La notion de service est tellement importante dans la foi, vous le savez, et surtout pour la préadolescence. Parce que quand je rends service, c'est un mot qui est très fort. Quand je rends quelque chose, ça veut dire quoi? C'est un acte gratuit. Pardon? Un acte gratuit. D'accord. Mais quand je rends quelque chose, Esther? J'ai reçu avant. Oui. J'oublie ton petit nom. Laïd. Quand je rends quelque chose à Laïd, c'est que... Je lui donne. Oui, je lui donne. Mais avant que je lui donne, quand je le rends, Tu as reçu. c'est que je l'ai reçu quelque part. Et on a tous reçu, en tant que croyants en tout cas, un cadeau de Dieu, c'est la vie. Et c'est toutes mes capacités. Rendre service, c'est quelque part redonner à Dieu ce que j'ai reçu de sa part. Le rendre service dans le fondement des choses. Pourquoi c'est si important dans la foi? C'est une bonne question. Parce que quand je rends service, j'existe parmi les hommes. Quand un enfant ne peut pas rendre service, quelque part, il va lui manquer quelque chose. C'est le sens de sa vie. Ce phénomène est un phénomène psychologique très puissant. Et on le voit quand les personnes n'ont plus d'activité, par exemple, d'activité professionnelle. Surtout les hommes sont beaucoup marqués par ça, parce que les hommes s'identifient beaucoup à ce qu'ils font. Peu moins les femmes. Les femmes ont d'autres préoccupations que seulement la réussite de leur métier. Et ça les sauve. Ça les sauve de se sentir inutiles au moment où ils perdent leur travail. Pour l'inoccupation, c'est plutôt l'isolation. Et ça peut créer l'isolement. L'isolation, c'est le plafond. L'isolement, tu veux dire? L'isolement. D'accord. Ok. Rendre service très tôt, dès qu'un enfant, je ne cesse de dire aux parents, très vite, accompagnez votre enfant pour qu'il apprenne le sens du service. Dès que votre enfant sait marcher, vous lui dire s'il te plaît, j'ai besoin de toi pour que tu donnes ce stylo à maman. Tu veux bien, je suis occupé, je ne peux pas laisser ce que je fais. Tu veux bien faire ça? Aucun enfant ne dira non. Parce que c'est fabuleux de rendre service à papa, de prendre le stylo. J'ai expérimenté ça, je ne cesse de l'expérimenter avec mes petits-enfants. Il me regarde, il va porter le stylo, il me regarde pour voir si je le regarde, il va porter le stylo, puis il revient avec un grand celui-là comme ça, il va dire, t'as vu? Il ne sait pas parler, mais l'enfant comprend que ce qu'il vient... Alors si en plus je rajoute, je te remercie vraiment de m'avoir rendu service. Quand je fais ça, je développe la banane. Je développe à mon enfant, non seulement je lui apprends le sens de servir, mais il ne se rend pas compte qu'il est après donner du sens à sa vie. C'est quand je rends service, je redonne ce qui m'a été donné, que ma vie prend du sens. C'est pour ça que c'est une notion fabuleuse qui est donnée à travailler chez nos enfants et nos frères. C'est pas simplement être tu rends service, et chez les enfants, chez les parents, c'est une corvée, vous savez, cette notion-là. Pas du tout. Apprendre la notion de sens du service, c'est développer la réalité de vraiment exister dans ce monde et d'être utile. Ta vie est utile, j'ai besoin que tu m'aides, s'il te plaît. C'est différent de dire, bon, on va sortir les poubelles. Ça, c'est pas apprendre le rendre service. L'enfant va dire, il va encore sortir les poubelles. Ça va être vrai qu'il a envie de le faire tous les jours. Savoir gronder avec justesse et punir avec justice, on n'a pas le temps de travailler ça. Il y a des concepts dans la foi qui sont très intéressants sur les notions de punition. Je vous renvoie au livret 3. Christian, je t'en prie. Est-ce qu'on peut dire que tout ce que tu es en train de citer, c'est des composantes du verbe aimer, tout simplement? Oui, on peut généraliser comme ça, absolument. Mais c'est un verbe qui est très difficile à conjuguer. La preuve, c'est-à-dire qu'on a plein à faire. Oui. Il est très difficile à conjuguer. On arrive rarement à trouver le bon temps au bon moment. Le bon temps dans tous les sens du terme, dans le sens de la conjugaison. Et souvent, on est tellement rempli de crainte et de peur qu'on a du mal à trouver le bon temps, la bonne conjugaison. Et éviter de comparer, ils sont incomparables. Pareil, c'est un outil dans la fratrie. Attention, je ne peux pas dire, mais enfin ta sœur y arrive, pourquoi toi tu n'y arriverais pas? Les gamins vont dire, parce que je ne suis pas ma sœur. Très naturel. Attention, on ne peut pas comparer. On peut comparer des faits.
ton dessin est différent de celui de ta sœur. Je trouve qu'il y a plus de couleurs dans ton dessin et un peu moins toi dans le tien. Je peux comparer des faits, je ne peux pas comparer des personnes. Sinon, on refuse le droit à l'unicité. Les enfants sont incomparables. Et ça, c'est très important, sinon attention, surtout si c'est en termes de jugement de valeur. Ton frère est mieux que toi. Aïe, aïe, mon Dieu, vous êtes prêt à mettre de l'huile sur le feu pour créer un conflit et une rivalité. Comment l'enfant va digérer que sa sœur est mieux que lui? Eh bien, je vais casser la tête à ma sœur. C'est insupportable de penser qu'elle est mieux que moi. Surtout s'il y a des problèmes dans la fratrie. Pas de comparaison possible entre les enfants. Alors j'ai pris l'exemple de la chambre parce que c'est classique, les parents. Donc est-ce que je suis prêt à accepter que son univers n'est pas le mien? La notion d'ordre est une notion relative. Parce que je connais bien des adultes où leurs chambres sont comme ça, je signale. Et pour eux, c'est en ordre. Alors je vais profiter que ma femme n'est pas là. Quand je regarde mon bureau et le sien, je ne peux m'empêcher de lui dire, bon, voyons voir, qui est-ce qui est ordonné? Alors avant, je pensais que moi j'étais ordonné, qu'elle ne l'était pas. Donc elle, on remet les pendules à l'heure, en disant, mais si ça c'est mon épouse qui parle, je te signale que moi je retrouve aussi mes affaires dans ce que tu appelles mon désordre. Je suis d'accord. Ok. Donc l'ordre est une valeur relative. Alors après, je ne suis pas prêt à dire qu'il ne faut pas apprendre l'ordre à nos enfants, mais les accompagner à ce qu'ils trouvent la notion d'ordre, que ça ne peut pas être que leur univers, que leur univers est aussi dans l'univers du monde. Donc comment ils vont faire en sorte que leur organisation concorde avec le contexte où ils seront, s'ils sont au travail ou à l'école. Mais je ne peux pas dire à mon enfant seulement ta chambre est mal rangée. Je pourrais éventuellement lui dire ta chambre, il y a un rangement particulier. C'est assez différent du mien. Donc si tu veux, on va parler de nos rangements respectifs et notre manière de voir l'ordre des choses. Allez, je termine par une citation, bien entendu. Qui veut la lire? C'est le devoir impérieux des parents d'apprendre à leurs enfants d'être inébranlables dans la foi. La raison en est qu'un enfant qui s'éloigne de la religion de Dieu n'agira pas de façon à gagner le bon plaisir de ses parents et de son Seigneur. Épître au Fils du cœur. C'est bon. Bon, les citations mériteraient qu'on s'y attarde, bien sûr, et qu'on développe. Je ne sais pas, qu'est-ce qui ressort pour vous dans cette citation? Notre rôle, notamment nos parents, les gens peuvent s'exprimer aussi. Oui, moi, ce que je ressens là-dedans, c'est que finalement, l'enfant, comme tu disais, il ne vient pas au monde, il n'est pas au monde, il a ses parents, et c'est ses parents qui... Moi, c'est ça que je ressens quand tu dis ça. Mais non, je peut-être pas. Bon, c'est ta pensée, elle t'appartient, et tu as le droit. Alors, cette pensée devrait nous permettre d'aller un peu loin d'apprendre. C'est très important. Ça rejoint ta question d'hier. Oui, ce qui est très important, c'est apprendre l'existence de Dieu aux enfants, leur donner une vie spirituelle. C'est primordial. C'est à la base de l'éducation. Bien sûr, on est tous d'accord là-dessus. La difficulté, c'est de pouvoir accompagner notre enfant à ce qu'il découvre ça. Mon témoignage personnel, c'est que j'ai 4 enfants. J'ai 3 filles qui ont accepté la foi, pas mon fils. Et pourtant, mon fils était le premier, puisque c'est l'aîné, on l'a amené partout. Tous les yakaris qu'on a mis en place, il les a tous faits. Toutes les écoles d'été, toutes les campagnes d'enseignement, etc. Puis un jour, mon fils nous a dit, je n'ai pas la foi, papa. Ouf, je me suis assis quand j'ai entendu ça. Il ne reniait pas la foi, il ne remettait pas en question la foi. Il dit, papa, je n'ai pas la foi. Je ne peux pas me déclarer bailli parce que je ne ressens pas tout ce que vous m'avez appris. Ça nous a éberlué avec notre épouse, ça nous a touchés et un peu affectés. Et puis en même temps, on a assumé nos sentiments. Et on s'est dit, bon, pas on est fautif, mais on a fait des erreurs qui fait qu'on n'est pas arrivé à transmettre ça à notre enfant. Et en même temps, on a laissé la liberté à notre enfant. Il y a eu une année difficile où moi j'avais du mal à accepter qu'il ne voulait pas se déclarer, qu'il ne voulait pas accepter la foi. Et parfois même, on est arrivé à l'obliger à faire des prières avec nous. Et on a senti, ça y est, la corde se tendait, ça allait se passer mal. C'est la modération. Bien sûr. Et après, on a lâché. On a dit, ok, tu as le droit de vivre ça. Parce que la foi, vous le savez, c'est pas quelque chose d'inné. Ce qui est inné en nous, c'est la qualité de transcendance, la capacité
de voir les choses différentes. C'est une capacité humaine. Mais comment je vais le concrétiser? Ça se concrétise par un choix d'avoir la foi. Abdullah dit que la foi, c'est une connaissance consciente des choses qui se concrétise par des bonnes actions. C'est la définition que vous trouverez dans le livre 6. Connaissance consciente suivie de bonnes actions. C'est ça la foi. C'est que je crois à des choses qui n'existent pas encore, donc je vais les mettre en pratique, et la foi se découvre au fur et à mesure que j'avance. Bref, on apprend la foi. Certains l'ont spontanément, d'autres pas. Et depuis qu'on a accepté chercher mon fils, il nous reconnaît davantage dans notre foi, on le reconnaît davantage dans sa recherche personnelle. Et à nouveau, ça se rapproche. Et ça peut nous surprendre chez nos enfants. Alors, il nous reste une petite demi-heure. Il y aura encore vraiment de quoi discuter, je le sais. Mais comme on va respecter un peu le contrat, on va regarder l'aspect de consultation dont on a parlé un petit peu, dans la petite demi-heure qui nous reste. Et alors, je regrette que les enfants soient partis. J'aurais eu besoin de... Ils sont partis, mais vous avez des tâches. Ok. Alors, il y en a encore ici. Il y a les filles qui sont là. Vous êtes importantes, mesdemoiselles, vous êtes importantes. Avant de faire ce petit travail sur les consultations, on va faire un jeu particulièrement, il y en aurait plusieurs, mais de temps être juste. On va faire un petit jeu sympa.